Bien, eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir ici à Paris pour ce 15e interview en un an, en 13 mois, c'est quand même pas mal. 15e interview. Et comme par hasard, cette interview, ce 15e interview qui est très symbolique, eh bien, nous avons voulu le réserver à Michel Roussin. Parce que Michel Roussin, je suis honoré, bon, je te le dis, parce que... Ah oui, alors, on se tutoie, hein, pardon, Oui, parce oui, qu'on se non, toujours mais... tutoyer. Bon, je suis honoré de t'avoir parmi nous déjà au club. Tu es d'une fidélité à toute épreuve, et j'ai, autant le dire devant nos amis qui vont nous écouter, beaucoup d'admiration pour toi. Enfin bon, on ne va pas se faire une déclaration d'amour, c'est comme ça. Et ce qui est la particularité de Michel Roussin, et on s'en est fait d'ailleurs, on l'a expérimenté, disons, dans certains de nos forums, c'est son renouveau de l'esprit, sa jeunesse en fait, de l'analyse. Et c'est ce qui est très intéressant. Tu es le plus jeune d'entre nous, je dis toujours. Voilà. Voilà. Bon, alors, nous allons venir sur un sujet qui est beaucoup moins drôle, c'est-à-dire que la situation mondiale, comme l'a très justement traité dans une dernière interview et récemment à Rochefort notre ami Alain Juillet, qui est membre également du club, la situation mondiale, évidemment, inquiète aussi l'Afrique, bien entendu, et l'Afrique qui est, malgré les pronostics de développement qui peuvent exister en Afrique, au plan économique notamment, mais on se retrouve dans une situation où il y a certains pays qui sont gérés par des juntes militaires, enfin on ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Donc le but de cet entretien aujourd'hui, c'est de se demander, et moi je sais très bien comment tu vas nous répondre, est-ce qu'on peut espérer quand même en Afrique, malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré tout ce qui se passe en Afrique dans certains pays, une sérénité retrouvée, un espoir de développement des pays, en crise, notamment au Sahel, quand on voit qu'à côté, il y a un pays comme le Sénégal qui donne, apaisé, qui donne une illustration de ce qu'on peut quand même faire aussi quand même. Et espérer. Et espérer, voilà. Donc c'est sur ce premier point que je voudrais t'entendre, voir ton analyse. Après on parlera des problèmes de démocratie, comment on peut adapter la démocratie, enfin ça on va... Chaque chose en son temps. Première question, comment tu vois cette sérénité retrouvée, est-ce possible ? C'est assez difficile de le dire aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de facteurs qui nous laissent espérer qu'à terme, on retrouvera une relation apaisée. Je pense surtout à la France et à sa relation très ancienne avec ces pays d'Afrique qui aujourd'hui ont manifesté à juste titre une volonté affirmée de gérer eux-mêmes leurs problèmes et à juste titre. Donc je pense que nous-mêmes, ayant compris cela, on peut faire un bout de chemin ensemble et je pense qu'à terme, je suis assez optimiste, dans quelques années, on reprendra cette relation harmonieuse, mais il était légitime que dans les moments que nous vivons, les choses se mettent en place et que l'on arrive les uns et les autres à mieux se comprendre pour évoquer le futur et être ensemble engagés dans une amélioration de la vie sur le continent. C'est aussi un bon développement du continent, une raison d'espérer pour l'Europe qui nécessairement est un partenaire économique de l'Afrique. D'accord, alors ça c'est une chose, moi je voulais qu'on parle de ça, évidemment on doit en parler, mais dans un deuxième temps, peu importe l'ordre dans lequel on le dit. Ce qui nous importe aussi de savoir, c'est comment on peut le ressentir. Bon, on peut avoir des avis partagés, il ne nous appartient pas de décider, ni même d'orienter le devenir politique des pays tels qu'ils sont gérés aujourd'hui, mais on peut se demander si cette population, ces populations qui sont cette jeunesse qui est en attente, est-ce qu'elle a une chance quand même de s'y retrouver à l'intérieur même de chaque pays pour pouvoir arriver à s'épanouir, se développer, avoir un rôle dans l'entrepreneuriat, avoir un rôle dans la politique aussi, dans tout, voilà. Cette démocratie à l'africaine, est-ce qu'elle va arriver à se faire jour en se distinguant de ce que l'on croit, nous, Européens, nous, Français, peut-être, voilà. C'est ça que moi j'espérais. Je suis, après les évolutions qu'on a pu constater et parfois critiquer, il y a aussi des pays dans lesquels l'évolution démocratique se poursuit et ça me permet d'être optimiste.
Et cette jeunesse dont tu parles, il est bien conscient que les exécutifs locaux sont conscients de cela, ont pris des décisions, ont des priorités, et en particulier la priorité de l'éducation, de la formation, de la santé, etc. Donc, le contexte général me paraît être porteur d'un avenir intéressant. Et il est intéressant parce qu'il est de la responsabilité, peut-être un peu partagée, mais de la seule responsabilité des exécutifs locaux, c'est-à-dire des gouvernements africains, qui ont maintenant cette mission, cette responsabilité. Le continent est très porteur d'un avenir, moi, que je vois intéressant. Je pense que les Africains sont tout à fait conscients de leur puissance à terme et du rôle important que ce continent va jouer dans l'histoire mondiale, qu'elle soit économique ou politique. Oui, parce qu'il y a cette jeunesse qui est importante, c'est sûr, la population future des années 2050, on le dit toujours, et il y a des possibilités potentielles minérales, enfin de minerais, des richesses internes, etc., qui manquent à être exploitées. Bien sûr. Un pays comme la Guinée-Conakry, par exemple, aujourd'hui, qui ne se mêle pas trop de ça pour l'instant, malheureusement pour elle, mais il y a des quantités de possibilités d'exploitation. Dès que ça sera calme, dès que ça sera organisé, ils vont s'exploiter eux-mêmes leurs projets, etc. Bon, maintenant, comment la France, et tu as parlé, il faut une certaine patience, c'est vrai, mais comment la France peut contribuer à cela, tu l'évoquais tout à l'heure avant que nous prenions l'antenne, cette espèce de volonté de l'entrepreneuriat privé, notamment, de ces différents projets qui peuvent exister avec un changement de ton. Tu l'expliques très bien en général. Oui, sûrement un changement de ton, mais le changement de ton, je le suggère pour ce qui concerne l'exécutif. Oui, absolument. Oui. Politique. Tu évoques la politique, oui, bien sûr. Et tu évoques les problèmes économiques. Il est vrai que nous avons, nous, toujours été associés avec nos partenaires africains au développement du continent, au développement des ressources, on a accompagné cela. Et il faut constater que, en dépit des mouvements qu'on a pu critiquer, mal comprendre, qui nous ont un peu déstabilisés, un fil conducteur est resté là toujours, c'est celui de la relation entre le secteur privé africain, le secteur privé français, le monde des affaires, les entreprises, etc. Les patronats aussi. Les patronats entre eux. Il n'y a pas eu de cassure. Absolument. Sauf, bien évidemment, tout le monde le sait, au Mali, etc. Mais ce sont des exceptions. Provoquées par les militaires, par la partie militaire, quoi. Voilà. Mais pas par la partie Ce sont des exceptions. Pour le reste, il y a 12 jours, 42, au moment où nous parlons, 42 chefs d'entreprise avec un responsable du MEDEF étaient au Tchad pour 5 jours. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas entendu parler de l'arrestation d'un responsable de Veolia. On n'a pas mis le feu à un entrepôt de la Colasse, etc. Donc il y a cette relation qui existe, bien comprise, harmonieuse entre ces milieux d'affaires. Souvent, des Français ont été associés par leurs collègues africains pour régler le problème délicat dans tel domaine du RSE. Et donc, on demande aux camarades français de donner un coup de main, puisque dans ce domaine, on est passé... voilà. Donc, cette vie, ces échanges en commun, ce développement, ces activités communes avec des gens formés chez nous, ou lorsqu'ils ne sont pas formés, sont venus en France, ont eu des responsabilités dans des entreprises françaises, ont pris des initiatives chez eux. Tout ceci me laisse à penser que dans une continuité bien comprise, et à condition qu'on soit toujours respectueux des engagements que nous prenons
mais aussi de ce que prennent nos partenaires, on doit pouvoir gentiment progresser. Oui, oui. Et à terme, ce calme-là entraînera peut-être des prises de position politiques plus subtiles et un accompagnement plus discret, mais il n'empêche que souvent nos partenaires africains sont intéressés par les actions que peut conduire le gouvernement français pour soutenir tel ou tel secteur de l'activité. Bien sûr. On n'a pas interrompu. Dans ce domaine-là que nous évoquons tous les deux, qui est différent de la politique, il y a une continuité, un progrès permanent et des relations qui ne font que se développer, sauf dans 2 ou 3 pays où il y a eu des problèmes. Pour le reste... Oui. Alors, ce qui n'interdit pas pour autant que ces pays africains, qui peuvent être en partenariat avec nous, les Français, les Européens, ça, peuvent avoir les yeux ouverts. Les Chinois. Alors, les yeux ouverts sur les autres pays. Je parle des BRICS, je parle des Chinois, je parle de l'Inde, je parle de tous ceux qui sont associés à ce qu'on appelle les BRICS, et qui peuvent apporter chacun leur contribution à ce développement interne de pays africains. Ils le font, ils le font d'ailleurs. Voilà. Ils le font, et ils le font, et on s'en porte. Donc, voilà. à nous de nous intégrer dans ce... le terme n'est pas le bon, dans ce club-là, de partenaires. C'est sûr, bien sûr. Et on a tout intérêt à participer à ce développement, bien sûr, parfois en accompagnement avec d'autres intérêts qui ne sont pas les nôtres directement, mais qui peuvent permettre une harmonisation des aides et quelque chose de plus efficace, d'élargir un tête-à-tête. Absolument, absolument. Ceci, chacun dans sa spécialité, parce que j'entends encore le président Macky Sall au MEDEF il y a 3 ans, je crois, qui déclarait quand on lui disait oui, mais les relations avec la France et le Sénégal ont diminué, etc. Mais, oui, non, mais attendez, il est possible qu'elles diminuent, mais moi, pour ce qui concerne tout ce qui touche à l'éducation, à la santé, à une partie de la culture francophone, je ne vois pas avec qui je pourrais traiter. Maintenant, si j'ai un Chinois ou un Indien ou un Turc qui me propose une route ou un pont à des conditions qui sont plus intéressantes, je les prendrai. C'est son droit le plus strict. Voilà. C'est énorme. Bon. Bien sûr. Dernier point que je ne veux pas qu'on oublie de signaler, c'est celui aussi, au-delà de l'État, au-delà du secteur privé, mais moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais acteur avec beaucoup de fierté auprès d'Alain Juppé de ce système-là, c'est la coopération décentralisée. Avec nos villes jumelées ou avec nos régions. Je te remercie d'évoquer ce problème qui est quand même très important. Moi j'ai le souvenir de relations avec des représentants des collectivités et effectivement ce concept de la coopération décentralisée a très bien fonctionné, a permis dans certains domaines un développement harmonieux et bien évidemment, et c'était utile de le rappeler, c'est un des secteurs essentiels pour si j'ose dire, un retour à l'harmonie et au calme. Oui, parce qu'il se fait dans l'harmonie, mais également dans la continuité et dans le respect aussi. Et une meilleure connaissance des uns et des autres. C'est très bien, coopération ça va jusqu'au bout, si on peut se comprendre. Voilà. Ça va jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de détournement d'action, ça va jusqu'au bout d'une action. Voilà. Absolument. Et ça, c'est formidable. Et comme tout ceci se passe dans un délai assez long parfois, ça ne fait que conforter les relations humaines entre les 2 communautés. Oui. Nous, ça fait 30 ans qu'on est jumelé avec Casablanca, ça fait 25 ans qu'on est jumelé avec Bamako, à Bordeaux, ou avec Ouagadougou. En ce moment, c'est pas forcément facile. Mais enfin, il y a des actions qui ont été menées en termes d'écologie, notamment, de relations, d'évacuation des déchets ménagers, etc. Enfin, des choses très concrètes. Des problèmes de santé qui ont été traités par des collectivités aussi, voilà. Donc tout ça, c'est tout à fait à la portée et provoque, engendre cette évolution positive de la relation entre les pays, finalement. Voilà. Donc voilà, écoute, finalement, patience et espoir, finalement, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait le juste ton au niveau des exécutifs, le juste du nôtre et des exécutifs africains, un juste ton, des intérêts communs, un parcours ensemble, et que nous cessions d'avoir des intentions interventionnistes. Absolument. Ça n'est plus à l'ordre du jour, c'est fini, c'est toute une époque. Voilà. Pour terminer sur
une petite note drôle, j'avais Tu le sais faire en général, ça. j'avais un peu de chance et j'avais pris cette initiative. J'avais adressé au Premier ministre une note sur l'Afrique en 95 et le ton ne lui avait pas beaucoup plu, mais pour moi c'était important. Le titre de cette note c'était « Aujourd'hui l'Afrique est, ouvrez les guillemets, fatiguée, fermez les guillemets, de la France ». Mais fatiguée au sens où les Africains disent « Ah, vraiment, je suis fatigué ». Et effectivement, hein, l'Afrique était, dès 95, moi je m'en étais aperçu, certains indices, etc. Et je m'étais dit, il faut un clignotant, et j'avais trouvé que ce titre était bon et traduisait bien. L'Afrique est fatiguée de la France. Ce Premier ministre, c'était peut-être Alain Juppé. Mais il est allé en Afrique, non c'était le Premier ministre. Eh bien oui, mais le Premier ministre, c'était Alain Juppé en 95. Si c'était en 95, à moins que ce ne soit pas la bonne date. Mais bon. C'était sûrement pas Alain Juppé. Bon, alors c'était pas, alors c'était Lionel Jospin. Non, c'était Édouard Balladur. Alors c'était avant 95, enfin c'était avant l'élection de Chirac. Voilà, c'était Édouard Balladur, d'accord. Voilà. Parce qu'Alain Juppé, de son côté, a été en Afrique et il a été... Quels qu'étaient les uns ou les autres, etc., c'était le sentiment... Mais c'est tout à fait bon. C'était le sentiment d'un fantassin en Afrique. Ouais. Hein, voilà ce que j'avais pensé de la situation à cette époque-là. Très bien, mon cher Michel, merci. C'est vraiment ce que j'attendais de toi, pour ne rien te cacher, la jeunesse de ton discours, la rénovation de ce discours. Si, c'est ça, parce que c'est un nouveau discours. C'est un discours qu'il faut mener et faire en sorte que nos politiques, et notamment les nouveaux, qui sont en place depuis peu, intègrent bien, me semble-t-il, pour ne pas parler des anciens systèmes. Et je crois que tu l'as parfaitement défini. Voilà. Donc on n'a plus qu'à espérer et attendre un peu. C'est vrai que ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais enfin on va y aller. Bien, merci mon cher Michel, encore bravo et merci de nous avoir accueillis. Et puis surtout, merci parce qu'il y a toujours à la fin des propos comme ça, des bouquets de fleurs. Et donc, je voulais te dire que ta mission d'animation de notre structure est très importante parce que c'est aussi un des lieux de rencontre, d'expression libre et nous sommes... Et d'échange. Voilà, et nous sommes... beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané dans ce type de structure amicale de gens compétents qui peuvent réfléchir sur des sujets et peut-être apporter à leur niveau des solutions. Mais oui. C'est la grâce que je nous souhaite. Je sais qu'avec toutes ces personnalités dont tu es, nous sommes entendus. Okay. Nous sommes entendus. Et je remercie aussi Salomé qui apprécie beaucoup. C'est elle qui m'a initié à ce mouvement. Au-delà du club, nous travaillons sur la communication, justement, avec des gens comme toi. C'est ça qui est formidable et ça se va beaucoup plus vite. Et ça, c'est grâce à Salomé qui nous montre un petit peu nos interviews de Macaya et que je remercie, comme toujours. Merci, cher Michel. À très bientôt, à bientôt pour la lecture de ce document que vous allez recevoir très vite. Bye.